tour du monde, je vais faire des études à l'étranger et je vais fonder un foyer. Bon, et ben, j'ai réussi à le faire, tant bien que mal, en bossant à droite, à gauche, dans des restaurants, etc. Et si vous voulez, à travers cette grande aventure, je me suis toujours senti un peu dans cette voie prophétique, comme le nomme la figure Biard de la violence féminine. C'était une longue quête, en fait, de comprendre les gens à travers les États-Unis. J'ai atterri en Californie, où j'ai eu mes grandes expériences de centrisme. Parce que là, j'ai connu les hippies californiens qui passaient leur temps à se masser et à casser tous les tabous de la tradition un petit peu trop. Ouais, bon. Disons, voilà, le New Age. Donc j'en ai retiré pas mal de. C'était pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident, d'ailleurs, comme il y a eu des périodes où ça dérapait, j'ai vu la drogue, j'ai vu la jeunesse, ça m'a affolé un petit peu, je me suis dit c'est pas possible. Autant il y avait beaucoup de hippies qui réussissaient, autant les pauvres gosses, ils en crevaient, hein, bon. Il y a eu une année, hein. Oui. Voilà. Moi, j'ai vécu Vous avez vécu le bon moment. J'ai vécu dans les quartiers de San Francisco avec des pauvres gosses qui étaient carrément en héroïne et tout, LSD, Oui, 64. Voilà. Alors, en 62, il n'y en avait pas. Alors, si vous voulez, bon, moi j'ai fait quand même des expériences un peu de chaman au Mexique, hein. Mais je les ai faites, si vous voulez, d'une façon assez spirituelle. J'ai recherché, j'ai marché pendant des mois, pendant des semaines dans les montagnes. J'ai fait quelques expériences en Californie et au Mexique qui m'ont apporté pas mal d'illuminations. Des états d'âme absolument incroyables. C'est ce qui m'a donné la force, en quelque sorte, d'aller toujours plus loin. Bon, au Mexique, j'ai eu un très grave accident, je suis tombé dans le coma plusieurs jours, là ça m'a apporté, je ne sais pas trop où je suis parti, mais quand je suis revenu, j'étais encore mieux qu'avant. Donc je me suis retrouvé en Australie où j'ai fait mes études d'anthropologie, je me suis marié. Je suis parti aux Philippines où j'ai rencontré les guérisseurs de la foi. Bon, ces expériences se sont accumulées à travers tous ces voyages et m'ont permis en quelque sorte de rendre compte que dans les sciences sociales, on est un peu dispersé. À l'époque, j'avais des théories anglo-saxonnes, les présciences du comportement, et j'avais les grands intellectuels français, dont le structuralisme et Lévi-Strauss. Les anglo-saxons me posaient souvent des questions. Ils voulaient absolument comprendre les théories françaises. Ils avaient beaucoup de mal. Par exemple, Durkheim, la conscience collective. Ah, ça c'est un concept bien français, ça, la conscience collective. On ne trouve pas ça en anglais, le mot se traduit très mal. Si bien que les anglo-saxons utilisent le mot conscience collective tel qu'on dit en français. Donc c'est à partir, si vous voulez, de toutes ces réflexions que je me suis imprégné du structuralisme dans une optique un peu très taoïste. J'ai voulu créer un Tao des sciences sociales et je me suis appliqué à bien élaborer cette théorie dans une thèse de doctorat qui, si vous voulez, a été un petit peu critiquée, bon, pour des raisons un peu de lutte de pouvoir entre les gourous universitaires. En fait, je me retrouvais dans une situation où je devais parler de Dieu avec des gens qui me disaient Dieu n'existe pas. Bon, nous sommes athéistes, mais je dis ça ne veut rien dire. Il y a le mot théisme dans le mot athéisme. Donc là, je vous ai distribué quelques mandalas. Vous pouvez voir sur mon site gourdin.christian.com, non, gourdin-christian.com. Vous pouvez voir, j'ai écrit 14 articles que j'ai publiés dans la revue Parassi qui est distribuée chaque année au Salon de la Voyance. Voilà, donc, si vous voulez, c'était pour permettre en quelque sorte aux gens je voulais partager mon expérience de recherche. Donc je me suis appliqué chaque année à écrire un article qui répondait à beaucoup de questions que les clients me posaient. Vous avez fait quoi, et comment vous êtes arrivé à la voyance, etc. Donc moi je suis aussi, vous voyez, bon, je travaille dans la voyance,
la voyance n'est pas un don, c'est une faculté que l'on développe. Bon, dans toutes les professions, on peut développer cette faculté par rapport à son métier. Un bon médecin, même un bon garagiste, il peut développer ses facultés de voyance, si vous voulez, dans son métier, etc., etc. J'ai été particulièrement séduit par les ouvrages des Bogdanov. Bon, j'avais connu dans les années 70 déjà la théorie de Fitzroy-Capra, et ça m'avait beaucoup influencé dans toutes mes recherches. Donc, avec les ouvrages des Bogdanov, j'ai décidé d'écrire cet article en 2013 qui illustrait très bien les propriétés de ce mandala géomantique sur lesquels je lisais les fantasmes des origines de toutes les grandes religions. Je dis fantasmes parce qu'on est dans le mythique. Et je me suis retrouvé avec j'ai travaillé avec Robert Jolin. Jolin avait écrit un ouvrage très sophistiqué d'analyse formelle de géomancie, très mathématique. Bon, Robert Jolin, c'était un personnage absolument fabuleux. Il avait un caractère irascible, très difficile. Bon, il avait beaucoup d'amis, mais c'était un homme absolument fabuleux quand on arrivait à bien le comprendre. Il rapportait, si vous voulez, quand il allait en mission dans l'Amazonie, il nous rapportait vraiment cette ambiance des Indiens, c'était incroyable, on vivait dans le paradis avec lui. Il a lutté toute sa vie justement pour protéger ces Indiens. Il est mort, si vous voulez, d'un cancer un peu trop tôt. Néanmoins, c'est grâce à son inspiration et que j'ai vraiment évolué dans le domaine, si vous voulez, de ma recherche et surtout de ma recherche sur la géomancie. Donc, la notion, si vous voulez, j'ai développé un concept de façon à m'adapter un petit peu à toutes les mentalités. Je crois en Dieu, je crois pas en Dieu. J'ai développé le concept du Dieu structural. Le Dieu structural, si vous voulez, c'est tiré des recherches de la linguistique structurale, du structuralisme. Il permet, si vous voulez, de transcender le dieu des mots et des concepts. On peut travailler sur des théories, mais avec la structure, si vous voulez, on échappe, si vous voulez, aux limitations de la sémantique. La structure est très souple, telle que la géomancie, telle que le viking, très souple, et elle permet de véhiculer une grammaire universelle. J'ai essayé d'écrire dans mon dernier article, justement, c'est grâce à cette grammaire universelle que je travaille dans la voyance, parce que je travaille en télépathie. Je ne sais pas comment que je travaille exactement, mais je lis l'inconscient. Et il y a des fois ça marche, mais c'est fantastique. Ça ne marche pas toujours, bien entendu, mais quand il y a des atomes crochus avec un client, ça marche et ça marche très très bien. Bon. Je travaille aussi dans les domaines, si vous voulez, de la guérison. Je me suis un petit peu trop emballé dans ces domaines-là avec des questions de... Faut être assez prudent dans ce domaine-là parce que on vit dans une société en France où le massage normalement est interdit, la guérison est interdite. Si vous faites une guérison, on vous accuse d'exercice illégal de la médecine, et si vous guérissez pas, on vous accuse d'escroquerie. Donc, pour voir, dans tous les cas, on est un peu coupable. Hein. Mais le problème de si vous voulez, on va passer un petit peu maintenant au problème du tantrisme. Alors. Vous pouvez nous expliquer le concept aussi sur le sens, comment tu as relié si vous voulez, la géomancie est fabuleuse parce qu'elle démarre par le point de la création, elle démarre par la logique imaginaire des mathématiques, enfin les nombres imaginaires. Elle démarre par le 1, le 0, l'ensemble vide, et elle engendre tous les nombres. 0, factoriel 0, etc. Vous engendrez tous les nombres de l'infini jusqu'au 0. Du 0 jusqu'à l'infini, vous pouvez engendrer tous les nombres. C'est un petit peu... Bon, comme on n'a pas de projection, on réfléchit mieux sur un mandala quand on explique quelque chose. Hein, donc, oui, je vous ai distribué ce mandala.
j'ai voulu, vous voyez, dans ce mandala, j'ai trouvé, en fait, ce qui est très intéressant, si vous voulez, je ne pensais pas y arriver. Au départ, quand j'ai commencé dans les années 80, je me suis dit, ouh là, c'est un peu trop ardu ce que tu veux faire. Et finalement, j'ai réussi à cristalliser sur le mandala toutes mes théories d'anthropologie sociale. Vous voyez, bon, le déterminisme de Durkheim, la conscience collective, le déterminisme de Karl Marx, l'être social, est-ce que c'est l'être social qui détermine la conscience, ou vice-versa. Tout ça, j'ai réussi un peu à le mettre sur une dynamique, si vous voulez, de règles et des revers de règles, et de géomancie démocratique et de géomancie prophétique. Et je m'en suis sorti très très bien, parce que sur ce mandala, j'arrive à y calquer toutes les mythologies, gréco, latine, le fantasme abrahamique, mon parallélisme avec le fantasme krishnaïque est aussi très fort. Bon, il faut dire que j'avais fait des études de terrain sur les mouvements religieux, donc j'ai vécu assez longtemps avec les Krishnas. J'avais un très bon ami à moi qui était un membre, et ça m'a permis de méditer sur tous les textes, et j'en ai tiré une expérience assez puissante. Bon, je suis avant tout un homme de terrain, il faut que je rentre dans l'action. Bon, étudier c'est bien, mais il m'a fallu les voyages, il m'a fallu rencontrer des gens, il a fallu que j'aille en Californie pour vraiment m'imprégner d'un New Age et traverser une mutation assez importante. Donc, j'ai continué, j'ai fait pas mal de... J'ai pas mal aussi, bon, j'ai connu le mouvement de l'unification, avec qui j'ai eu des échanges extrêmement importants, intellectuels. Donc, je dois dire que j'ai fait avec eux une expérience assez unique. Dans les années 80, il y avait un véritable branle-bas de combat. Il y avait, bon, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il y avait un rapport de force extrêmement difficile. Et j'étais, moi, à l'université avec Robert Jolin, Yves Le Cerf, et il y avait la DFI qui s'occupait des affaires, des gens qui rentraient dans les sectes. Enfin, il y avait constamment des rapports. Voilà, c'était un peu... bon, alors je me suis retrouvé avec des gens à l'université. C'était un peu conflictuel parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer librement. Vous voyez, on est toujours sur cette espèce d'étau, là, on est écrasé, si vous voulez. Mais j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal. En 82, j'ai fait un voyage autour du monde de 3 mois qui m'a été généreusement offert par l'Église de l'Unification. Et ça a été une des expériences les plus fabuleuses de ma vie. On a fait le tour du monde, j'en parle dans mon site d'ailleurs. C'est ce fameux voyage où les pays qui m'ont le plus marqué, c'était Israël et la Chine. C'est deux pays qui m'ont le plus fasciné. Un petit peu l'Égypte, les pyramides, ça m'a... Bon, il y avait tout le charme du Népal. La Chine est fabuleuse, c'est un pays fabuleux. La Corée aussi, la Corée, le Japon, faut visiter les temples. C'était un véritable pèlerinage religieux, si vous voulez. Et là, en 3 mois, je me suis complètement ressourcé, et c'est de là que j'ai décidé à faire mon Tao des sciences sociales. Et cette thèse de doctorat, qui va se faire quand même assez difficile, bon, à cause de moyens financiers très limités. J'avais une fille qui... bon, je suis arrivé en France avec une fille de 7 ans, il fallait se débrouiller, trouver l'appartement, etc. Donc tout ça, la survie est pas toujours évidente. Tout ça pour dire que, bon, la notion de conscience, si vous voulez, elle n'est pas, si vous voulez, pour moi, il y a comme une force. Il y a comme une force derrière moi qui me dit de faire ci, d'aller de l'avant. Donc, quelque part, des fois, le spirituel, il échappe à la matière. Quelque part, il échappe à la matière, il échappe à l'énergie. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. J'ai l'impression de recevoir constamment une guidance qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais il y a des fois, je faiblis un peu. Bon, donc si vous voulez un petit peu poser quelques questions pour peut-être... Je voulais savoir à travers ce mandala, tu voulais donc réunir bien les différentes sciences, religions et oui, sciences je peux... Qu'est-ce que tu voulais réunir? Tu peux nous dire ce que tu voulais réunir à travers ça? Je voulais trouver en fait une
structure, une grammaire commune que j'ai trouvée dans la logique du yin et du yang. Donc dans le mandala géomantique. Donc ça me permettait en quelque sorte de travailler sur des axiomes, de règles et de revers, et d'accepter un petit peu tous les points de vue. Donc sans être... La démonstration est un peu longue, elle est un peu mathématique, elle est difficile à exposer comme ça. Ça demanderait pas mal de temps, mais le mandala était assez fabuleux parce qu'il donnait en miniature, si vous voulez, tous les grands principes de la création. C'est-à-dire qu'on a le monde avant la chute qui est basé sur une parfaite symétrie. On tombe sur le monde en chute avec une asymétrie. C'était le modèle chinois du Loshu, du roi Wen, qui est enveloppé par un troisième monde, si vous voulez, qui est le modèle du Otu, du sage Fouille. On retrouvait en fait ces principes dans l'explication de Bogdanov, si vous voulez, qui dit que bon, l'univers a été créé à partir d'une symétrie. L'idée des correspondances. Oui. C'est l'idée des correspondances, tout simplement. Voilà. Différents, soit religion, soit nombre, soit philosophie, soit science. Voilà. C'est l'idée des correspondances. Voilà, je pouvais calquer en fait sur ce mandala pas mal de choses qui m'ont permis un peu de me sentir à l'aise et de réutiliser tout mon savoir des sciences sociales et en même temps, si vous voulez, de pouvoir dialoguer avec des gens qui étaient dans la spiritualité, qui étaient dans la religion. Pardon ? Oui. Oui, le Yiking est fabuleux, mais le Yiking c'est déjà 64 hexagrammes. Et avec la logique du yin et du yang, au départ c'est simple, mais plus ça se complique et plus ça devient ardu à gérer. Disons qu'en gros, il y a une logique formelle et il y a ensuite la sémantique qui vient s'installer dans les différents ensembles. Bon, oui. La structure universelle n'est-elle pas dans cette triade, cette trinité, uniquement, par exemple, le créateur, le conservateur, le destructeur. Oui, et après, on fait les ramifications. Ben c'est de là que je pars, justement. Oui, moi, je le fais après par les éléments, les 4 éléments et les 3 plans de l'être humain, ce qui fait le 12 qu'on retrouve dans toutes les traditions. Et alors, à ce moment-là, tout s'étudie simplement avec ces 12 forces, y compris l'être humain, y compris le coussin qui est ici. Et en même temps, et donc j'ai fait aussi, comme vous certainement, pour le Yiking, pour le bouddhisme, on peut remettre tout le Yiking en 12 boîtes. Et c'est plus facile. Bon, c'est moins rigolo, parce que quand on tire le Yiking et qu'on a des tas de réponses, c'est intéressant. La structure universelle est très simple, en fait. C'est intéressant de savoir aussi que dans le corps humain, il y a, autant chez l'homme que chez la femme, il y a 12 orifices. Oui, mais c'est ça, il y a tout fonctionne en 12. Il y a 12 églises aussi dans la Bible, c'est partout. correspondance. Oui, non, mais c'est important. Oui, ça devient une véritable passion après d'arriver à tout réunir. Alors chez les Bogdanov, le lien avec les Bogdanov, parce que je les connais très bien tous les deux, oui. Igor et Grishka. Je n'ai pas réussi à les inviter au salon de la voyance, je voulais qu'ils viennent absolument pour qu'ils nous rendent un peu visite. Oui, non, mais les Bogdanov, si vous voulez, ils ont une façon de parler qui accroche bien en ce moment. Hein. Ils ont une façon de parler de... c'est d'arriver un peu à aller au fin fond de la création de notre univers, au fin fond du Big Bang, de vivre ça comme si on voyait ça à travers une télévision ou une jumelle, quoi. Ils nous font voyager à travers l'espace-temps, ils nous font transcender l'espace-temps. J'avais du mal avant à saisir la notion qu'il pouvait y avoir un état où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, il n'y a pas. Vous voyez, avec eux, j'ai réussi à transcender justement tous ces paramètres. Et là encore, on n'en finit pas de se poser des questions après. Mais bon, il faut arriver à trouver un. Alors, en fait,
pour être très concis, parce que c'est très intéressant, les Bogdanov, en vérité, leur idée, elle est simple. Ils l'ont complexifié parce que tout le monde trouve les livres simples à lire mais compliqués dans le concept. En vérité, c'est très simple. Pour eux, l'infiniment grand est égal à l'infiniment petit. Et l'infiniment grand et l'infiniment petit ne représentent dans la géodésique, c'est-à-dire le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, la droite. C'est-à-dire qu'on est dans un espace plan. Si on descend en dessous du concept de Planck, c'est-à-dire l'univers de Planck, c'est-à-dire celui dans lequel on ne peut pas aller en deçà, et si on va en deçà d'une certaine longueur, et en deçà d'un certain temps, on se retrouve dans l'univers de Planck, et cet univers de Planck, à contrario de tout ce que l'on peut dire, tout ce qui a été dit, pour les Bogdanov, c'est un univers plan. C'est donc la droite qui gérerait le chemin le plus court pour aller d'un endroit à un autre. Si tant est qu'on puisse parler d'endroit à cet effet. Mais les Bogdanov, ça c'est génial, parce que mathématiquement, c'est loin d'être des abrutis. Hein. Sur le plan thèse mathématique, ça tient la route grave. C'est pour ça qu'ils ont été très décriés. Mais moi, j'ai étudié leur thèse mathématique. Ça corrobore parfaitement dans la cohérence et dans la logique, un univers parfait. C'est-à-dire que dans l'infiniment grand, à contrario de ce que l'on peut observer, actuellement quand on observe, on va jusqu'à 14 milliards et demi d'années, et on se dit c'est l'endroit où le Big Bang a émergé. Très bien. Mais quand on va dans l'infiniment petit, on rentre dans l'atome, on voit l'atome, on ne le voit pas, hein, on le met en évidence, on n'a jamais vu un atome, pas plus qu'une particule élémentaire, c'est impossible. Mais on met en évidence, par des analogies, des voies analogiques, accélérateurs de particules, etc. Et bien, à l'intérieur de ce que l'on a supposé, de ce que l'on a proposé par rapport aux expériences, on n'a jamais pu concevoir qu'un univers plan résidait à l'intérieur. Et les Bogdanov ont démontré mathématiquement que ça ne pouvait pas être autrement. Alors, on y croit pas, on corrobore pas, c'est quand même loin d'être des abrutis. Ouais, je suis d'accord. Dès qu'il y a une notion de concevoir, c'est déjà un agrégat mental qui fait partie de tous ces petits agrégats du mental et des petits singes, et il faut transcender tout ça. Et c'est d'où l'impossibilité, puisque transcender sans passer par une voie, parce qu'une voie vous met encore dans du binaire, et transcender tout, puis une notion de Big Bang, et avant le Big Bang, vous voyez, c'est le concept lui-même qui fait stagner tout le monde. La science fait stagner, mais en même temps, elle propulse merveilleusement, parce que quand on s'est bien tapé la tête contre le mur, on s'arrête, ça fait du bien. Alors, il y a, si je peux me permettre, parce qu'il y a un mot que vous avez utilisé, et on ne l'a pas entendu, même pas de ma part, et c'est le mot des illuminations. C'est ça, parce que à chaque instant... Je dis un illuminé, un fou, je l'ai dit. Oui, c'est ça tout à l'heure, c'est pour ça. Il y a dans l'existence, on a tous, l'être humain a souvent des petites illuminations, quand sa conscience au sommet, dans sa gonesse, lui donne une vision de quelque chose. Et ça fait déjà du bien, parce qu'on sait qu'il y a autre chose. Et d'illumination en illumination, ça sur le plan très pratique, très faux, entre guillemets, très illusoire, mais ça rapproche de l'idée, pas de la pensée, de l'idée qu'il y a quelque chose au-delà des pensées, dans cet ensemble d'illumination qui serait à conserver éternellement, ou on ne peut même pas à rattraper, puisque ceux qui ont eu des illuminations avec les drogues, il y en a eu à cette époque dont vous parliez, mais après on essaye d'atteindre les mêmes illuminations, les mêmes prises de conscience, et on n'y arrive pas, puisqu'on met sa volonté d'atteindre ce que l'on n'a pas atteint ou ce qu'on a atteint par l'intermédiaire de drogues hallucinogènes. Mais le mot illumination me paraît intéressant dans le cheminement concret de chacun. Oui, c'est une illumination, j'espère. Je me souviens d'un propos d'une histoire avec vous, Emmanuel. Et je suis allée en Inde à la Kumbh Mela. Et j'étais dans l'avion avec certains de vous, je pense que vous alliez là aussi. Il y a un groupe de vous, mais vous étiez pas. Non, c'est pas un groupe. On s'est trouvé 50 personnes que je connaissais au GATS. J'étais dans le même avion qu'eux, oui. Et ensuite, en arrivant, on est allé encore à l'hôtel, donc je vous ai vu à l'hôtel, et vous me dites à l'hôtel, Claire de Lys.
allée au bord du Gange, illumination garantie. Oh, bon, je suis allée au bord et j'ai eu l'illumination. Ah oui, parce que je voulais, là, très bien, mais alors, je ne dis jamais ah non, mais je l'ai pris dans le côté rigolo, illumination garantie, parce que c'est beau. Ah oui, d'accord. Et j'avais amené quelqu'un avec moi que je voulais qu'il connaisse cette illumination, que moi j'avais déjà connue, donc je voulais que lui il connaisse. Et en fait, il a fait, c'est moi qui ai... Et ça a été, si je peux me permettre, parce que c'est dans la même optique, réellement... il y a 100 000 personnes dans ces endroits-là, mais on s'est retrouvés quand même dans le même avion. Et avec 50 personnes venues de tous les pays que je connaissais, mais on ne savait pas qu'on allait à cet endroit-là, qui n'avait rien à voir avec la Kumbh Mela. Voilà. Et là, un petit personnage arrive, un garçon d'une 14aine d'années, qui repousse tous les sadhus qui venaient, et il dit, non, ce ne sont pas des touristes normaux, c'est moi qui m'en occupe. Et on l'a appelé le Petit Prince. Et alors, on voulait le payer, il disait non, apparemment il a travaillé dans un film, et il gérait tout pour nous, tous les gens qui étaient autour de moi, il nous offrait des bateaux pour monter sur le Gange, il a acheté 500 feuilles de figuier avec une bougie pour le mettre, et c'était miraculeux. Mais c'est ça, ces petites illuminations dans les distances, qui devraient être naturelles, puisqu'elles sont naturelles, quand on n'essaye pas de... si je ne veux rien, dit Silésius, je suis Dieu. Et Dieu ne peut rien sans moi, dit Silésius. Tu voulais me poser une question? Si par exemple il m'arrivait d'avoir besoin d'une aide et que je te sollicite pour m'aider, tu vas le faire par quel créneau? Quel est ton cheval de bataille pour entreprendre une aide dans le sens amélioration de ma vie, par exemple? Voilà, ça c'est concret. Disons, bon, moi je fais les salons de la voyance. Hein, disons que c'est pas évident, c'est un peu fête foraine, c'est très dur de faire un salon. Oui, mais bon, quand je reçois des clients chez moi, bon, je fais des consultations un peu plus posées. Hein. Donc c'est là où j'utilise les supports de cartes, hein, les tarots maçonniques, j'utilise l'oracle de Bélin, et c'est là où je rentre en contact en quelque sorte par une osmose mentale avec la personne que j'ai en face de moi. Donc on développe, on voit à partir de certaines interrogations ce qui ressort sur les oracles. J'aime beaucoup les cartes, hein, j'aime beaucoup les cartes. Ce sont des supports, hein, on n'est pas... dans la voyance, si vous voulez, la voyance, c'est en quelque sorte une psychanalyse inversée. Le voyant, il parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et le psychanalyse... Bon, voilà, c'est une psychanalyse. Mais les deux peuvent se conjuguer. Hein. Bon, c'est vrai que bon, ce qui me gêne un peu dans la psychanalyse, c'est le fait que... moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des psychanalyses et qui se plaignent qu'au bout de 7 ans, ils ont été obligés de remettre ça, mais ça dépend à quel niveau ça peut les aider. Hein. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, bon, on parle, mais dans les sociétés où il n'y a pas de psychanalyse, il n'y a pas de psychanalyste, les gens, ils se psychanalysent entre eux, tout simplement. Voilà, les gens, ils ont d'autres moyens de se psychanalyser entre eux, hein, dans les familles. Avec les trans, avec les pitchs, comme ils appellent ça, ouais. c'est tout le village qui se réunit. Voilà. Raconte ses rêves, il y a un échange important à ce moment-là. Voilà. Non, je pense qu'on a tout à apprendre justement de toutes ces sociétés. Hein, Votre voisine peut intervenir. C'est juste la question que je me posais sur ce qu'on dit depuis le début sur la psychanalyse, parce que j'en suis aussi une patiente c'est vrai, d'un certain moment. J'ai aussi goûté à l'EMDR et
c'est pas les mêmes attentes. Mais est-ce que le problème, plutôt pour ou contre, ça ou ça, ça ou ça, est-ce que c'est pas plutôt, qui a parlé de ça, d'un lâcher prise sur le désir de guérir? On paye pour voir ses spécialistes, et il y a forcément, à un moment donné, on veut un retour sur investissement. Est-ce que c'est pas la volonté de guérir tel problème, voilà ce que je veux, est-ce que c'est pas ça qui bloque la guérison? Plutôt que la psychanalyse, plutôt que la psychothérapie, est-ce qu'il n'y a pas un manque de lâcher prise par rapport à notre désir de guérir? Oui, mais peut-être que ce qu'on doit changer, c'est notre façon de vivre, non? Peut-être. Les gens qui vont à Lourdes pour guérir, ils font des prières qui n'y arrivent pas, et quand ils abandonnent, certains... Oui, voilà. Psychanalyse ou pas? Parce que c'est un dilemme qui s'est posé à moi aussi, oui. C'est vrai. Donc, on clôture maintenant. Juste une chose, je vous ai posé une question, et c'est parce que j'ai pas vu cet outil dans la réponse. Alors cet outil, il sert à quoi seulement? Mandala. Oui, mandala. Mais Oui. quand vous recevez quelqu'un chez vous, donc il y a des façons. Non, mais ça, bon, là, il y a le technicien, le chercheur qui a présenté une thèse de doctorat sur laquelle il a démontré. Ça, c'est intéressant, ça. Sur laquelle il a démontré. Je me suis battu pour en arriver là, parce que les gens disaient non, mais le tarot, il n'a rien à voir à La faire. thèse est éditée? Non, je ne l'ai pas éditée parce qu'elle était personnelle, cette thèse. Ce que j'ai dit, par contre, c'est tous les... Sur mon site, j'ai soigneusement, si vous voulez, répertorié un certain nombre d'articles qui répondent aux questions que me posaient mes clients. Donc, en temps voulu, j'éditerai autre chose, mais je me suis là, il y a des sujets que je ne veux pas trop développer dans le débat. C'est que je me suis pas mal battu et je suis parti jusqu'en cours européen. Non, mais ce qu'on aurait voulu juste, c'est que tu nous expliques en 2 mots ce que tu avais fait, le but de ce travail. Pas le parcours pour y arriver, mais juste la finalité. La finalité, c'était si tu veux, de réunir tous mes savoirs, en quelque sorte, un petit peu sur ces roues à mémoire mandalique. Vous voyez, réunir tous les savoirs, comme le faisaient les anciens. C'est ça, réunir les savoirs sur une roue. Ils réunissaient tous les savoirs, la géomancie devient une véritable encyclopédie de savoir. Et donc la réunion des savoirs anciens sur une roue est alliée à des choses plus modernes aussi, non? Sciences sociales, parce que tu as mis les sciences sociales et tout ça dedans. Réunir ces savoirs sur une roue. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Mais l'idée, c'est que le Yiking, vous voyez, vous donne déjà les deux modèles trigrammiques du Noshu et du Hotu, vous donne déjà cette dynamique entre la ligne du monde réel dans lequel nous vivons et la ligne du monde imaginaire.